Donc, depuis, on n'a pas eu d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent pour payer, hein, comment vous appelez ça? Pour payer, voilà. Merci pour le décret. J'envoie ça à la technique, ils vont afficher ça tout à l'heure. Donc, à l'université de Kara, il y a des gens qui surveillent les examens et qui n'ont pas, qui ne reçoivent pas leur paye. Et c'est 1000 francs entre 1h30 et 2h de temps de surveillance. Donc, 1000 francs, c'est quoi? C'est 10 pièces de 100 francs. C'est ça? OK. Et donc, l'université n'arrive pas à payer les gens. Vous imaginez l'état dans lequel le pays se trouve. Il y a aussi d'autres messages, mais bon, aujourd'hui, je suis un peu débordé. Je vais voir. Restons toujours à Kara, où j'ai appris qu'il y a un contingent russe qui est actuellement à Kara là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas s'ils sont là pour sécuriser la cérémonie des Evala qui commence bientôt. Mais selon mes informations, voilà le décret. Voilà. Non, technique montre. Voilà le décret. Voilà le décret portant création de la Géroute. Vous voyez? Voilà. Voilà le décret. L'agence de gestion des travaux d'infrastructure routière autoroute a été créée par décret machin machin. Elle a fait l'objet de modifications, publications ultérieures au journal officiel, notamment un décret modifiant en février, machin machin, tout ça. Voilà. Donc, Fort Gnassingbé, c'est le travail de Sisyphe. Hein? Il réchauffe toujours des anciennes formules. Hein? Donc, les histoires de fer, de Safer, de Sonafir aujourd'hui, c'est comme la Sotoko. Quand ils ont volé l'argent à la Sotoko, ils ont changé le nom en SNPT. SNST. C'est ça, non? Société nationale, Société nouvelle de cotonnière du Togo. Quand ils ont volé l'argent à la Sotoko, pour effacer les traces des détournements, ils ont changé le nom de la Sotoko à NST. C'est quelque chose comme ça. Quand ils ont détourné l'argent au niveau de OTP, à NIFG, ils ont changé le nom, c'est devenu SNPT. En fait, c'est une technique. Quand ils finissent de manger, pour effacer les traces, ils changent l'enveloppe. Mais le contenu reste le même. Donc, ils changent l'enveloppe. Si l'enveloppe était blanche, hein, ils changent en jaune. Et quand ils finissent de manger, le jaune, quand le jaune est sali, ils changent encore l'enveloppe jaune en rouge. Et puis après, ils changent encore l'enveloppe rouge en vert. C'est comme ça qu'ils changent. Ils font un recyclage permanent des mêmes sociétés pour effacer les traces, hein, des détournements. En fait, c'est une manière d'effacer les traces des détournements en changeant permanemment le nom des sociétés. Et c'est cette technique-là qu'ils utilisent depuis des années sur la plupart des sociétés d'État. C'est ce qu'ils font. Donc, vous allez voir les Togo Télécom qui sont devenus Togocom, après Yas, tout ça. C'est le même jeu. C'est le même jeu. C'est le même jeu. Et ils agissent sur le cerveau des naïfs qui sortent, qui dansent, qui disent « Ah, qu'on a créé une nouvelle société, on va faire des routes. » Alors que c'est des conneries. Donc, je disais qu'il y a des Russes il y a des Russes, comment l'appelle-t-on, qui ont débarqué à Kara là-bas. Je ne sais pas si sont des militaires russes ou des supplétifs, je ne sais pas quelle est leur mission, que les gens ont aperçu, pas plus qu'aujourd'hui et hier. Ils étaient dans un hôtel, une quarantaine, voire cinquantaine de soldats russes. Ils étaient dans un hôtel à Kara qu'on appelle hôtel Brigitte ou Saint-Brigitte, quelque chose comme ça. Hôtel, je pense que ça doit être un hôtel de la grand-maman du pays. Hôtel Brigitte ou Saint-Brigitte, je ne sais pas, à Kara. Et donc, il y a des troupes russes qui sont là-bas, une cinquantaine. Bon, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, le front avec l'Ukraine n'est pas très bon pour eux. Je ne sais pas qui peut venir sauver au Togo. Donc, voilà. Bon, on verra bien. Donc, il faut observer qu'il y a les Russes qui sont à Kara, qui étaient même dans un camion de l'armée togolaise il y a quelques heures. On continue. Je voulais attirer l'attention de ceux qui
ceux qui rentrent souvent à Lomé, ça je le dis souvent, je vais encore le répéter. Et je vais parler en français, je vais le dire aussi en langue nationale. Faites très attention quand vous êtes à Lomé. Quand vous allez dans les restaurants pour manger, dans les bars qu'on a créés, qui ont été créés à la va-vite ces temps-ci, les restaurants, tout ça, faites très, très, très attention. Je vous avais déjà dit ça, mais je tiens à vous le dire encore. C'est très important. Né onto oyilome. Et oteni avec les ahwe ou avec les boissons du tas. Amero dinabe ya ogrovire. Bien avec nous les restaurants mais il y a mon café mais mon fier, mon cafétéria. Il faut faire très attention. Parce que vous ne savez pas qui sont derrière ces histoires-là, qui poussent à Lomé et que personne ne ferme, mais qui sont là et où on a investi beaucoup d'argent. Et vous ne savez pas si vous êtes une personne sensible, ce qui peut vous arriver. Si on repère vos habitudes de vie. Je ne le dis pas seulement pour les hommes politiques, je le dis pour tout le monde. Vous pouvez avoir dans votre business des concurrents qui cherchent à vous liquider, à vous éliminer. Et comme les gens sont devenus extrêmement méchants au pays, vous ne savez pas qui ils peuvent utiliser pour vous liquider. Pour certaines personnes, c'est une source de réussite. Si je vais manger dans un restaurant, je m'habille bien, je vais aller prendre mon petit déjeuner dans un café, tout ça, pour montrer que je suis quelqu'un. Tu peux prendre ton petit déjeuner à la maison, ton thé à la maison, ton café à la maison, au lieu de mettre ta cravate et tout ça pour aller dans un truc pour dire « Ah oui, je suis comme ça, je suis... » Faites très, très, très attention. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Parce que vous n'avez aucune idée de ceux qui sont derrière ces structures que certains fréquentent régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui sont plombés ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui sont plombés ces derniers temps. Donc, il faut faire très, très, très attention. Je ne dis pas qu'il faut avoir la paranoïa. Hein. Je ne le dis pas pour tout le monde non plus. Je le dis pour des gens, la catégorie de personnes qui pensent qu'elle est sensible, elle est exposée. Il faut que mes propos soient clairs. Je ne le dis pas pour tout le monde. Hein. Je le dis pour des gens qui savent qu'ils peuvent être atteints parce que. Et ces gens ne sont pas suffisamment très nombreux. Donc, il faut éviter certaines fréquentations. C'est ce que je voulais vous ajouter. Si certains prennent ça à la légère, c'est tant mieux. Alors, on va embrayer avec le dossier Wassem. Le dossier Wassem qu'on a évoqué la dernière fois, il y a eu une évolution particulière que je voulais partager avec vous. Le blessé, lorsqu'on a fini le live, le blessé là, Seigneur, je ne sais pas comment il s'appelle, quelqu'un nous avait donné le nom, Seigneur qui a été brûlé au 3e degré depuis plus d'1 an et demi, qui est abandonné à la maison, par faute de soins. Il a été finalement, comment on appelle ça, voilà, ses pieds et ses mains ne bougent plus. Je voulais qu'on montre l'ancienne photo où il était totalement bandé là. Et donc, ses mains et ses pieds ne bougeaient totalement plus. Tout est brûlé. Et donc, quand on a fini le live et qu'on a parlé de lui ici et tout ça, il y a eu beaucoup de rebondissements, notamment le voilà, ce jeune homme là, c'était un très beau gars. Donc notamment il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de rebondissements, notamment une mobilisation autour du jeune qui a été brûlé. Et donc les gens ont pris contact avec les délégués, la famille. Ils ont reçu plusieurs coups de fil. Et le gars, il était à la maison, hein, il était abandonné, il était à la maison, il n'était plus à l'hôpital, il était dans cet état, l'état où il a porté l'habit. Et il paraît même que, selon les informations, que la présidence du conseil a appelé et qu'on l'a demandé de l'amener à Dr Talafia. Il était déjà à Dr Talafia quand il a été brûlé. Sauf que Dr Talafia a fini par le libérer parce qu'il n'y avait plus d'argent pour le soigner. Son AMU, je ne sais pas comment vous appelez ça, ne tenait plus. Donc, ils l'ont libéré. Il est parti rester à la maison. Et donc,
quand le live a été fait avec les photos qui ont été projetées, il semble qu'on l'a ramené à Dr Lafia, mais depuis qu'on l'a ramené à Dr Lafia, il y a 2 jours, il n'y a aucun traitement. Ils sont là-bas, celui qui a appelé Dr Lafia pour qu'on l'amène à Dr Lafia, personne ne l'a soigné. Ils sont retournés à la maison. C'est là où, voilà, la photo, voilà, c'est le jeune homme, il a vieilli, en même temps, vous voyez son visage, il a vieilli. Là, il ressent quelques mouvements dans cette joie, mais les pieds ne bougent pas. Et voilà, il est retourné à la maison. Et il y a plusieurs blessés, hein. Ils sont plusieurs blessés qui n'ont pas eu des soins adéquats. Et selon nos informations, les Indiens là sont remontés par rapport au live. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se prennent pour qui, ces Indiens là. On va faire leur sauce bientôt. Et donc, qui sont remontés par rapport à le live et que les autorités, voilà, les cadres, c'est comme ça on les appelle, non, les autorités, les cadres de Tablibo aussi ont commencé par prendre au sérieux ces informations-là. Ils ont fait des réunions entre eux et il y avait une réunion qui était prévue lundi avec les autorités du ministère de l'Environnement, des mines et de la fonction publique pour aller sur le terrain et voir la situation. Entre-temps, selon les délégués, le directeur technique de Wassem a pris des engagements pour mettre fin à la poussière qui se répand dans la ville, à Tablibo. Quand vous arrivez à Tablibo, toute la poussière de l'exploitation se déverse sur la ville, entraînant des maladies des yeux, des poumons et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, on l'a dénoncé à plusieurs reprises, rien n'a été fait. Mais les populations se réveillent à Tablibo et c'est ça qui est assez intéressant par rapport au live. Et a circulé dans les quartiers, ils sont en train de mobiliser les gens pour mettre fin à tous ces dégâts sur le plan environnemental. Et il y a un nouveau préavis de grève que les délégués veulent déposer bientôt. Je pense que lundi, il y a une réunion. Mais il y a des choses encore plus graves. Et pendant que les jeunes meurent là-bas, ils sont payés au lance-pierre, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent à Tablibo, les Indiens en premier, mais il y a aussi des cadres togolais. Il y a un comptable là-bas à Tablibo. Il est tellement riche qu'on me dit, on nous dit qu'il a plus de 40 ou 50 maisons. Un comptable à Tablibo, hein, à l'usine de Wassem, puisque lui, il dispose du ciment à volonté, donc il construit les maisons partout. Il doit avoir une quarantaine ou cinquantaine de maisons, hein, à Lomé. Le comptable à Wassem. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et donc, pendant ce temps, vous avez les jeunes qui ne sont même pas payés correctement au CIMIG. Mais Wassem ne fait pas que des dégâts sur le plan de la santé, mais Wassem détruit l'environnement. Et vous savez que le clinker ou le calcaire est exploité après avoir dynamité la terre. Et quand il dynamite la terre, il crée des dégâts. Les villages qui ne sont pas loin, ils se retrouvent avec des maisons qui sont fractionnées, qui sont des maisons en banco et tout ça. Mais quand ils finissent d'extraire le calcaire, la convention qui les lie avec l'État togolais, c'est qu'il faut qu'ils remblaient les trous. C'est comme au niveau de la SNPT où on dit qu'il faut remblayer les trous. Ils ne le font jamais. Maintenant, ils laissent les trous et les trous sont remplis après. Ce n'est plus des trous, c'est des crevasses. Des crevasses. Et maintenant, ces crevasses sont remplies d'eau et ça devient des lacs artificiels. Vous allez voir les images. Les lacs artificiels qui sont créés parce que ces lacs artificiels aujourd'hui sont devenus un danger pour les enfants. Les enfants tombent dans le lac et meurent à Tablibo là-bas. Vous allez regarder la vidéo ensemble. Les dégâts. Voilà un des lacs artificiels qui a été créé par Wassem. Donc, il y a des enfants qui trébuchent et qui se retrouvent dans ce lac-là et qui ne meurent pas noyade. Et ces lacs-là se multiplient un peu partout à Tablibo. Un peu partout. Dans la zone où on exploite le calcaire. Il faut avoir un œil. Ouais. Ok, merci, technique, bien reçu. Donc, vous voyez le lac. Donc, c'est des lacs qui sont créés partout à Tablibo là-bas. Et les enfants tombent dedans et ils meurent. Il y en a plein, c'est rempli. Et ce dont j'ai peur, c'est que ces lacs-là n'attirent pas des crocodiles. Si jamais des crocodiles se retrouvent dans des plans d'eau comme ça, c'est une menace pour la population. Vous voyez? Donc, à Tablibo, ça, c'est des crevasses. Quand ils finissent d'extraire le calcaire, ils ne ferment plus les trous. Ils ne ferment plus rien. Donc, l'eau vient stagner et ça devient un lac artificiel. Et donc,
là, il y a des enfants qui se retrouvent dedans et sont noyés. Et des drames comme ça arrivent régulièrement à Tablibo. Et ça arrive aussi à Haoteux, à Pogam et tout ça pour les phosphates. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que ici, là, qu'on ne retrouve pas des crocodiles dans ces histoires-là. Parce que si on retrouve des sauriens dans cette histoire-là, ça serait très grave pour les populations, vous voyez, et surtout pour les enfants. Vous allez voir un enfant qui est sorti, et puis il est happé par un saurien, et puis bon, il entraîne dans l'eau, et puis il va le dévorer. Donc, voilà, quelqu'un dit que ça, c'est aussi à Kumapé. Oui, c'est un peu partout. Ça, c'est Tablibo, il y en a à Kumapé, il y en a à Pogame, il y en a à Haoteux, un peu partout. Donc, ils refusent de fermer les trous. Parce que fermer les trous revient à dépenser encore de l'argent pour les machines et tout ça. Donc, ils ne ferment pas les trous. Ils créent des crevasses et puis ils laissent ça à l'abandon. Vous voyez, c'est extrêmement grave. Il y a même des rumeurs qui restent à confirmer qu'en 2005, les plans de ce genre vers Haoteux ont servi à engloutir des gens qu'on a massacrés à Lomé. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en 2005, quand ils ont tué des gens, ils ont fait disparaître des corps et les gens, il y a des informations, des témoignages qui disent qu'il y a certains corps qui ont été jetés dans les lacs artificiels comme ça vers Haoteux pour faire disparaître les corps. Parce que vers Haoteux, il y a des crocodiles dedans. Vous voyez? Ça, c'est un autre dossier. Carrément qu'il faut ouvrir. Donc, voilà les dégâts sur le plan environnemental à Tablibo. Donc, nos frères de Tablibo, c'est à vous de prendre le devant pour régler les problèmes. C'est à vous de vous réveiller pour que les problèmes comme ça soient réglés dans vos localités. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés pendant que des Indiens viennent détruire la nature, détruire la vie de vos enfants, vos frères, vos sœurs, et repartent chez eux avec des milliards. Donc, voilà la suite de ce que moi, j'ai à dire sur Ouassel. Et j'espère que les bonnes volontés vont aller au secours de notre jeune frère, là, Seigneur, pour pouvoir lui donner de l'argent ou des moyens pour soigner les dégâts qu'il a reçus jusqu'au 3e degré. Ça, c'est le plus grave des cas brûlés. 3e degré. Vous imaginez? Ses membres ne fonctionnent plus. Il est sur place depuis 2 ans pratiquement. Et la société l'a abandonné, et puis bon, il n'a plus rien pour se traiter. Voilà, il est devenu un poids pour la famille, et il est dans son lit tout le temps. Vous voyez. Donc voilà les situations qui doivent nous intéresser. Bref. Donc on quitte Tablibo, on tombe sur le ministère du Tourisme. Voilà. Monsieur Isaac Tiakpé. Voilà. Alors, les opposants composants. Ah, c'est les opposants composants. Opposants composants. Les opposants composants. Voilà, ça fait quoi? 10 mois ou un peu plus, que c'était en octobre dernier que M. Isaac Tiakpé, qu'une radio de la place à Lomé, avant qu'il ne devienne ministre, avait interpellé qu'il est venu animer une émission, il n'a pas payé, et la radio disait qu'il faut qu'il vienne payer l'argent. Et donc, il a été fait ministre. C'est les gens qui sont sortis ici pour défendre la modification constitutionnelle ou le changement de constitution. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Le changement de constitution. Donc, lui, particulièrement, il s'est manifesté violemment sur les médias. Il a même attaqué l'Église catholique qui a sorti un communiqué pour dénoncer cette réforme ou ce changement de constitution. Il a dit avec violence que les prêtres n'ont qu'à s'occuper de leur job, machin, qu'ils sont des politiciens et tout. À la fin, on lui a donné un strapotin. Il était, je pense, professeur de philosophie ici en France. Je pense que ça ne paye pas beaucoup. En Afrique, il y a beaucoup d'argent en politique. Donc, là où il faut aller s'enrichir en politique, c'est en Afrique. Donc, lui aussi, copain, glama, on lui a trouvé quelque chose. Et on lui a trouvé quelque chose. Et puis, il est arrivé au ministère du Tourisme. Et depuis qu'il est arrivé au ministère du Tourisme, ce n'est que des scandales. Ce n'est que des scandales sur scandales. Scandale sur scandale. Alors, le premier scandale que tout le monde a vu, il y a cela quelques jours, c'est l'ARCOP. L'ARCOP sort une décision ou un communiqué pour informer l'opinion
que M. Isaac Tiakpe et son comptable ou son DAF ont procédé à des signatures, ont commandé un véhicule 4x4 par des méthodes qui ne respectent pas la procédure normale de passation de marché. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'ils ont falsifié des signatures des gens qui sont censés conduire la procédure. Ils ne voulaient pas associer ces gens-là à la procédure. Donc, lui et son DAF, donc M. Keke Yaovi, ils ont procédé à la falsification des signatures pour faire passer des documents. Et c'est Isaac Tiakpe, donc ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, qui a demandé à son DAF de falsifier les signatures de leurs collaborateurs qui, normalement, devaient être associés à la procédure. Vous voyez la gravité? Vous voyez la gravité des faits que l'ARCOP a sortis. Qu'un ministre de la République, falsifie des documents pour faire valider un marché public. Un ministre de la République. Et il n'y a personne qui va là-bas pour le mettre les menottes dans les mains et l'envoyer devant un procureur. Personne. Vous pouvez retrouver la décision de l'ARCOP, comment les gens ont été auditionnés. Qui a dit quoi, qui a dit ci, qui a dit ça. Vous pouvez voir la décision de l'ARCOP. La gravité même des propos. Pourquoi je parle de cette situation? Généralement, il y a beaucoup de dossiers qu'on évoque. Les cas de corruption et tout qu'on évoque. Mais, quand vous avez des gens qui se sont affichés comme des opposants, qui ont dit oui, nous sommes des opposants, on veut changer le pays, on veut changer la gouvernance, nous sommes contre la corruption, nous sommes ci, nous sommes ça. Et quand on leur donne un petit lopin de pouvoir où on les associe à la gouvernance, ils sont les plus grands bandits sur le plan même de la prévarication des ressources publiques. Ces gens-là, si les gens du RPT, eux, on sait que c'est des voleurs nés, eux, on sait que c'est des voleurs, eux, c'est naturel chez eux. Le vol, les détournements, c'est naturel chez eux. Maintenant, ceux qui se disent opposants et qui ont lutté pendant des années ou qui luttent en disant nous voulons changer les choses, quand on leur donne une petite parcelle du pouvoir et qu'ils volent, eux, il faut les pendre. Parce que c'est une double escroquerie. Parce que eux, ils sont venus devant la population pour dire nous, si on a le pouvoir, on va changer les choses. Et on les associe un peu à la gestion. Et c'est le plus grand voleur. C'est-à-dire, ils volent plus que même les gens d'Unir. Ces gens-là, nous ne devons même pas être... Si on donnait 10 coups aux gens de Unir pour le vol, eux, c'est 20 coups qu'on doit leur donner. Parce qu'ils sont plus graves que les gens de Unir. Et Isaac Tiakpe est dans ce cas de figure. L'histoire de l'ARCOP, là, ce n'est qu'une goutte d'eau. Une goutte d'eau. L'histoire de l'ARCOP, là, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Il y a plus grave que ça, que je vais vous montrer tout à l'heure. L'histoire de l'ARCOP, tout le monde peut aller lire ça. Comment il s'est organisé, lui, pour demander à son DAF de falsifier les signatures des collaborateurs du ministère, les PRMP, tout ça, pour faire valider un achat d'un véhicule de 13 ou bien 15 millions. Et quand... Oui, Isaac Tiakpe est de l'UFC. Et quand les sociétés qui ont signalé comme avoir contacté, parce que pour faire la passation des marchés, il faut contacter 3 sociétés. Ils ont pris une première société, Japan Motors, ils ont pris deux autres sociétés, et quand les enquêteurs de l'ARCOP ont appelé les sociétés, ces sociétés ont dit que personne ne les a appelés pour souscrire, pour postuler à un marché public. Ça veut dire que M. Isaac a menti même au nom de ces sociétés. Et les 2 dernières sociétés ne vendaient même pas de véhicules. Les 2 dernières sociétés ne vendaient même pas de véhicules. C'est dans la décision de l'ARCOP. Vous pouvez regarder. Maintenant, ça c'est l'ARCOP. Mais quand Isaac Tiakpe est arrivé au ministère, en octobre 2025, en octobre 2025, la première des choses qu'il fait dans le ministère là, la première des choses qu'il fait dans ce ministère, c'est qu'il met la main sur la bagatelle de 11 millions de carburant. Carburant. Je vous ai parlé de cette histoire de carburant dans le ministère qui est une catastrophe. Donc, dès son arrivée au ministère, il prend 11 millions de carburant
sur le fonds du tourisme. Parce qu'au ministère du tourisme, des arts et de la culture, il y a un fonds qu'on appelle le fonds du tourisme. Comment ce fonds est alimenté? Ce fonds est alimenté par les ristournes que l'OTR renvoie, les ristournes que l'OTR renvoie, redonne au ministère sur les taxes qu'ils prennent dans les hôtels. Vous voyez? Puisque les hôtels d'État, les hôtels sont sous l'autorité du ministère du Tourisme et de la Culture. Donc, quand l'OTR prélève les taxes, l'OTR renvoie une ristourne au ministère qui sert à alimenter un fonds qu'on appelle le fonds du tourisme, qui doit permettre de faire des réalisations un peu partout et tout ça. Et donc, l'OTR reverse par trimestre 250 millions à ce fonds de tourisme. Donc, par an, pratiquement 1 milliard. Donc, par an, pratiquement 1 milliard. 250 millions chaque 3 mois, par an, 1 milliard que l'OTR met sur ce compte-là. Donc, c'est une niche d'argent qu'il y a au ministère du tourisme. Donc, dès que Isaac Thiakpé arrive au ministère, il prélève 11 millions de ce fonds-là pour les transformer en carburant. C'est un opposant, hein? Il est de l'UFC. Donc, c'est la première chose qu'il fait. Il prélève 11 millions parce qu'il a été contrôlé par l'inspection générale des finances au mois de février. Et au mois de février, donc 5 mois après son arrivée au ministère, il y a eu un détournement de 65 millions. 5 mois après. 5 mois après, lui, Isaac, il a été écouté. Il a refusé d'être écouté par l'ARCOP, mais il a été écouté par les inspecteurs des finances. Lui, Isaac Thiakpé, il reconnaît dans l'audit qui est actuellement totalement fini, avoir détourné 54 millions. Et ses collaborateurs, tout ça, eux, ils ont détourné 13 et quelques millions. En 5 mois. En 5 mois. Et vous allez voir des choses très, très, très graves. Des choses très, très graves. Donc, dès qu'il arrive, il prélève 11 millions sur le fonds de la culture et il transforme ça en bon de carburant. Il ne donne rien aux autres. En plus, il est radin. Il ne donne rien aux autres. C'est comme ça que les informations ont commencé à sortir. Il ne donne rien aux autres. Donc, il prélève 11 millions. Il est devenu un ministre spécialiste de la falsification des documents et des preuves pour justifier des dépenses indues, des détournements de fonds. Un ministre qui se présentait en plus comme un opposant. Vous imaginez? Ça, c'est le premier cas de détournement qu'il a eu à faire. 11 millions. Alors, ils ont détourné 18 millions toujours sur le fonds de la culture, soi-disant pour organiser la journée mondiale du tourisme. C'est une journée qui est consacrée à la célébration des événements sur le tourisme. C'est le 27 septembre qu'il fête ça. Je pense que c'est le 27 septembre. Oui, le 27 septembre. Donc, la date est passée. Après, ils ont inventé une histoire. Et ils ont dit oui, qu'ils ont organisé la journée. Et ils sont allés chercher des gens dans les quartiers pour leur produire des pièces justificatives avec le comptable DAF. Pour dire, il y a eu telle caravane, on a commandé tel tricot, on a commandé ça, on a loué une voiture pour faire les caravanes pour le tourisme. Et les inspecteurs des finances, ceux qui faisaient l'audit, ont appelé tous ceux qui ont leur adresse sur les pièces fournies. Et ces gens ont dit qu'ils n'ont jamais fait ce travail. Ils n'ont jamais fait ce travail. Jamais ils n'ont fait ce travail. 18 millions, c'est parti comme ça. Journée mondiale du tourisme, ça a disparu. Il a bazardé ça. Après, il fait quoi? Je vais vous montrer un document. Il y a eu une foire à Madrid. Une foire à Madrid. Isaac Thiakpé, une fausse foire. La foire était vraie, mais la participation était fausse. Donc, il y a eu une foire à Madrid et Isaac Thiakpé a demandé de l'argent sur le fonds du tourisme pour participer à cette foire-là. Et il a envoyé une délégation. Sauf que la délégation est partie à Madrid et la délégation n'a jamais participé à la foire. 4 ou 5 membres de son ministère, ils sont arrivés à Madrid. Comme c'est un ministère du tourisme, donc ils se sont évidemment promenés à Madrid, ils n'ont rien fait. Ils sont allés dans les couloirs où il y avait les événements, ils ont pris des photos, et puis ils ont disparu. Et la délégation revient à Lomé, et ils prennent les frais de mission sur le budget de l'État. Mais Isaac Thiakpé fait débloquer
pour cette mission de l'argent, 21 millions, sur le fonds du tourisme, pour aller à cette foire-là. Mais personne n'a donné cet argent pour aller à la foire. Rien n'a été fait à la foire. La technique va sortir les documents, vous allez voir. D'abord, la lettre de mission. La lettre de mission qu'il a adressée pour demander l'autorisation. Non, la lettre de mission d'abord. La lettre de mission. Non, c'est pas ça. Il y a une lettre de mission désignant 4 personnes pour aller à la foire à Madrid. Je peux vous la lire ici. Voilà la lettre de mission. Voilà. Vous pouvez la rapprocher un peu. Le 15 janvier 2016, le ministre, tout ça, ce sont des pièces dans l'audit qui l'accablent. Monsieur le ministre, voilà, il écrit au président du conseil, dans la Fogne Assimé, à son excellence, monsieur le président, demande d'ordre de mission avec frais. Excellence, monsieur le président du conseil, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la délivrance d'ordre de mission Madrid au profit des agents ci-après. Monsieur Paye Kofi, directeur de cabinet, monsieur Simenou Raoul Marc, directeur général, monsieur ou madame Tilate Bangna, chargé de mission, monsieur Senou Maoume Komla, analyse de projet. Les intéressés en service au sein de mon département sont désignés à prendre part à la foire internationale du tourisme futur qui se tiendra du 21 au 25 janvier 2026 à Madrid, en Espagne. La date de départ est prévue au 20 janvier et le retour est prévu le 26 janvier. Je vous prie d'agréer, monsieur, machin. Donc, signé Isaac Tiakpe. Et je vais vous montrer le budget qu'il a fait. Le budget qu'il a fait, que le Togo devait aller là-bas pour participer à la foire avec des stands, tout. Je vais vous montrer le budget qu'il a fait. C'est des bandits. Et c'est lui qui se permettait d'insulter les prêtres, les évêques, qu'ils ont fait des déclarations. Voilà le budget qu'il a fait. Si, voilà le budget de Isaac Tiakpe, on regarde ça ensemble. Hein, et je vais vous expliquer ce que ce budget est devenu. Le budget, Isaac Tiakpe. Voilà. Budget, voilà. Frais, dénomination, quantité, frais de représentation du ministre, cadeau à remettre à la Chambre du commerce de Madrid et aux différentes représentations des pays. 2 millions. Ça, c'est le budget. Hein? Écoutez très bien. Hein? Donc, le Togo devait aller à la foire à Madrid, faire des expositions et participer à la foire avec des stands. Donc, frais de représentation du ministre, cadeau à remettre à la Chambre du commerce de Madrid et aux différentes représentations des pays. 2 millions. Prise en charge des web journalistes. Donc, ils ont prévu des web journalistes pour aller à Madrid, mais aucun journaliste n'est allé là-bas. 1 500 000. Équipement et décoration du stand. Donc, ils devaient mettre un stand à Madrid. Achat de tissus, panier et batik, objets d'art, gadgets, artisanaux, produits made in Togo. 3 500 000. Rafraîchissement pour la diaspora togolaise lors des prestations. Bon, ceux qui sont en Espagne, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. 1 500 000. Conception, réalisation, impression obligatoire réalisée par Facility Concept pour la décoration du stand du Togo. 2 185 000. Communication, location de photomaton, couverture photo, reportage vidéo. 2 500 000. Location de voiture, ministre, délégation, hôtel, site du salon. 2 millions. Intéressement d'une hôtesse professionnelle, trilingue, français, espagnol, anglais. 500 000. Acquisition de badge, 540 000. Montage d'un film documentaire touristique de 2 minutes avec les images existantes. Donc, il devait projeter à Madrid un film de 2 minutes. 2 millions. Conception de kakemono, 2 mètres 0,85 mm, 775 000. Confection de gadgets, destination Togo, bloc-notes, agenda, porte-documents, stylo, tasse de thé, t-shirt, polo, casquette, porte-clés, clé USB, pain, sacoche en tissu, pagne et papier. 2 500 000. Le tout est à 21 500 000. Signé Isaac Tiakpe. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Je vous explique. Qu'est-ce qu'il fait là? Il envoie donc la délégation là à Madrid. Et la délégation, lui, il fait ce budget-là, 21 millions,
pour prendre l'argent de la foire sur le budget du fonds du tourisme. Comme il y a de l'argent sur le fonds du tourisme, il y a beaucoup d'argent là-bas, il veut prendre le budget là-bas. Il avait déjà pris 11 millions là-bas pour les fonds de carburant. Il a pris 18 millions pour organiser une fausse célébration de la journée du tourisme. Maintenant, il prend 21 millions sous prétexte que c'est pour aller faire la foire. Il fait tout ce budget-là. Sauf que ils n'ont jamais participé à la foire. Il envoie donc cette délégation-là qui est partie se promener à Madrid. Ils ont pris quelques photos dans les couloirs avec quelques individus. Et il n'y a eu aucun stand, rien. Lui-même, il a pris l'argent. Et comme il a pris l'argent, la délégation qui est partie à Madrid, elle a été payée sur le budget de l'État. Donc, même pas dans les 21 millions. Les 21 millions, dès que les 21 millions ont été décaissés, il a empoché ça. Maintenant, quand les inspecteurs ont voulu faire le contrôle parce qu'il n'a jamais participé à la foire, il va trouver des bandits à Lomé, pour leur demander de lui faire des factures payées. Donc, il va faire concevoir des factures selon ce que je vous dis là. Donc, les gens ont conçu des factures pour lui. On conçu des factures, oui, je suis telle société, j'ai fait telle prestation au ministère du Tourisme, voilà le montant, la personne touche le cachet. Donc, il a collecté des factures auprès des faussaires à Lomé. Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vaut l'argent, c'est un faussaire. Et il a mis toutes ces factures-là comme justificatif de cette foire qui n'a jamais eu lieu. Alors, les inspecteurs des finances, les auditeurs, comme ils sont très méticuleux, ils ont appelé tous ceux qui ont délivré les factures. Et tous ces gens ont dit qu'ils n'ont jamais fait ces travaux pour le ministère. L'audit est là. Et tous ces gens ont dit aux inspecteurs qu'ils n'ont jamais délivré de telles factures, qu'ils n'ont jamais participé à ça. Puisque s'ils ne disent pas la vérité, eux-mêmes vont être arrêtés. Donc les gars ont dit, nous n'avons jamais délivré, nous n'avons pas fait ces activités. On n'a pas fait ces prestations pour le ministère. Et donc, il a empoché les 21 millions avec une foire à laquelle il n'a jamais participé. La délégation qui voulait envoyer pourtant aller, mais eux sont partis se promener. Comme c'est le ministère du Tourisme, ils ont fait le tourisme à Madrid. Aucune foire, rien. Il a empoché les sous. Ce n'est pas suffisant. Il a organisé un faux atelier de renforcement de capacité. Je vous ai dit, l'un des moyens pour l'administration au Togo de détourner l'argent, c'est les histoires d'ateliers de renforcement de capacité. Je crois savoir que quand on recrute les gens dans la fonction publique, c'est sur la base de leurs compétences. Et qu'il s'il faut même renforcer leurs capacités, ce n'est pas tout le temps. Mais il y a qu'au Togo que tout le temps, on fait les renforcements de capacité des gens dans les ministères. Tu te poses la question, si les gens qui ont été recrutés par concours, c'est des incompétents qu'il faut recycler tous les jours. C'est un moyen de détournement énorme dans les ministères. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient les hôtels à Palimé, ils définissent les budgets avec les hôteliers, et puis ils ont des commissions, ils augmentent les budgets, et puis ils vont là-bas en villégiature à Palimé, il y a les maîtresses, les filles et tout, et puis après, ils finissent l'atelier, dans 2 mois, un nouvel atelier, dans 3 mois, un autre atelier, et les ateliers s'enchaînent comme ça. Alors, Isaac Siakpé, il est très ingénieux. C'est un philosophe, hein. Dans les philosophes, je ne sais pas s'ils sont souvent portés vers le faux, mais lui, il est très ingénieux. Il a des idées, il a des trucs. Donc, il organise un faux atelier à Palimé. Je vais vous montrer l'image. Atelier de renforcement de capacité. Ça, c'est aussi une pièce dans le rapport de l'audit qui l'accable actuellement. Il doit justifier ça. Un instant, je vais avoir budget de l'atelier. Il faut que je lise très bien moi-même ce qui se passe là. Budget de l'atelier. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement le problème de voiture qui l'accable. Il y a d'autres choses que je ne peux pas passer aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le truc de la voiture qui l'accable. Plus grave que ça. Donc, voilà. Budget de l'atelier. Le budget du présent atelier de renforcement de capacité s'élève à 13 867 400 francs. Organisation matérielle. Confection de banderoles, 50 000. Achat de gel hydroalcoolique, 2 boîtes, 3 500. Fourniture de bureau, secrétariat kit des participants, 100 000. Location de la salle, 100 000. Restauration maintenant. Café, pause café, personnes, 3 personnes, voilà, 40 personnes, 3 500.
pause déjeuner, 40 personnes, 8500. Communication, couverture médiatique, 100 000. Total communication, bon, prise en charge générale. Per diem des participants de Palimé, 10 000, avec 420 000, donc c'est 40 personnes, je ne sais pas combien ils ont choisi. Déplacement des participants venant de l'intérieur à Palimé, 5 000. Frais de mission, chauffeur, 25 000, fois quoi? Ouais, 350 000. Frais de mission des participants, 4 823 000, en tout cas. Il a fait tout un budget et c'est autour de 13 860 combien de... Sauf que cet atelier n'a jamais eu lieu. Cet atelier n'a jamais eu lieu. Mais le ministre a produit des pièces justificatives à la commission des auditeurs. L'atelier n'a jamais eu lieu. En 5 mois de gouvernance, en 5 mois au ministère des Arts, ça dit, c'est comme le truc de Madrid. L'atelier à Palimé n'a jamais eu lieu. Mais il a produit des reçus. Maintenant, les inspecteurs ont appelé les gens qui ont fourni les reçus. Celui-ci dit, oh, moi je ne suis pas dedans. Moi je n'ai pas fait le travail. Tout ça. Actuellement, il est dans paix. Paix même, c'est rien. C'est chaud pour lui. Vous voyez, tout ce que je fais là, tout ce qu'on montre là, ça a l'air un peu rigolo. Mais c'est de la voyoucratie. Dans une république, ces gars doivent être en prison. Ce que je vous montre là, c'est du banditisme. C'est-à-dire, vous avez un ministre de la République qui falsifie des documents pour justifier des dépenses. Un ministre de la République qui demande à son DAF de falsifier les signatures de ses collaborateurs pour faire passer des marchés publics. Et celui-là, on n'est pas déjà allé le menotter et le présenter devant un procureur. Lui et son DAF et tous ses collaborateurs qui sont dedans. Et c'est eux comme ça qui donnent des leçons aux gens. Et donc, vous comprenez que ces gens-là, ils sont allés vers les gens du LPT Uni pour régler leurs problèmes alimentaires. Ce n'est pas des opposants. Vous comprenez que ces gens-là, ils ne sont pas allés, leurs histoires d'accords politiques, on veut changer le Togo, on veut aller changer les choses de l'intérieur. Ils sont allés pour régler leurs problèmes alimentaires. Donc, vous, ce qui me fait mal, c'est que tout ce qu'on voit là, les dossiers de ARCOP, tout ça là, c'est sur la place publique. Vos enfants vont voir ça. Oh oui, on nomme papa Béni ministre avec les fifis. Vos enfants qui sont en Europe, surtout lui là, ses enfants en Europe, ils vont lire sur la toile que tu es parti au gouvernement et tu vas détourner de l'argent. Et ton nom se retrouve dans des trucs de faussaires, falsifier des documents, falsifier des reçus. Et c'est ça votre dignité. Et vous êtes des enseignants, des philosophes, des je ne sais quoi. Et vous êtes dans des trucs comme ça. Et en plus, c'est vous les donneurs de leçons. Vous étiez opposants et vous avez dit oui, si le pays tombait dans nos mains, on va changer le pays. 5 mois au ministère. 5 mois seulement au ministère des Arts. Il y a des choses que je ne vais pas présenter ici. 5 mois seulement au ministère du Tourisme. Il a déjà détourné 65 millions. 54 pour lui-même, 13 ou 14 millions pour ses collaborateurs. Eux aussi ont reconnu leur part. Actuellement, la commission leur demande de rembourser les sous. Il a fait des faux documents. Comment c'est quoi ces histoires? Alors que ce fonds de tourisme-là, il y a beaucoup de sites touristiques aujourd'hui à réaménager au Togo. Il y a cette histoire de les hauts fourneaux de Binaparba. Et on a voulu réhabiliter, c'est abandonné là-bas. Il y a les cascades qui sont pleines. Hein, dans la plaine de Mo, à Palimé, il n'y a pas de route pour aller dans ces cascades-là. Qu'on pourrait réaménager tout ça. Qu'on pourrait réaménager. Paver les routes pour amener devant les cascades, pour que les cascades soient visitées. Il y a deux jeunes Allemands. La vidéo est sur Internet. Vous allez trouver ça sur les pages de Romarison et tout ça là. Ils sont venus au Togo. 2 jeunes Allemands. Ils sont venus au Togo. Après, ils sont allés au Bénin. Ils ont fait une vidéo pour se moquer du Togo, pour dire que le Togo n'a rien. Qu'il n'y a rien au Togo. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de site touristique entretenu. Il n'y a rien. Ils sont arrivés au Bénin. Le Bénin entretient tous ces sites touristiques. Il y a des routes pour desservir les sites. Les vidéos sont sur Internet. Vous allez voir ça. C'est 2 jeunes Allemands. Ils parlaient allemand. C'est sur la page de Romarison. Et vous avez de l'argent pour le fonds du tourisme et pour le ministère de la Culture et des Arts. Vous ne faites rien pour soutenir les artistes. Vous faites même, il fait même des chèques à des artistes fictifs. C'est le
c'est le rapport qui le dit. Hein. Lui, il fait des chèques à des artistes fictifs. Et ils se permettent, ils se partagent l'argent. Et actuellement, le ministère de l'économie et des finances a gelé le fonds du tourisme. Et il a gelé aussi le fonds du soutien aux artistes. Parce que tout de magouille. Donc, toi, tu es venu, vous les grands donneurs de leçons, le peu d'argent que l'OTR reverse au ministère du tourisme en tant que ristourne pour aménager les pistes, pour aller vers les sites touristiques, tu ne fais que des détournements. C'est devenu une caisse que tu pioches avec des fausses factures, des faux documents, tu pioches. Et voilà, on t'a attrapé la main dans les sacs avec tes oreilles comme ça. Il faut venir nous insulter encore. Il faut sortir, insulter les opposants, les autres opposants, insulter les prêtres, insulter les journalistes, insulter tous ceux qui critiquent le PT pour dire que oui, vous êtes... il faut sortir pour nous insulter. Ce que tu fais là, c'est sur la place publique. Tes enfants vont voir ça. Donc, c'est pour des problèmes alimentaires que vous êtes allés là-bas. Tu vois, avant toi, Isaac Tchakpe, il y a eu des détournements dans ce ministère. Il y a eu d'énormes dégâts dans ce ministère. Il y a un ministre qui est passé là-bas qu'on appelle Lamadokou. Il a fait des dégâts, pas possible. Mais tu sais pourquoi toi on t'expose? Tu sais pourquoi on n'a pas exposé ton prédécesseur, mais toi on t'expose? Quand ces gens-là vous appellent de venir manger là, vous ne savez pas qui vous surveille. Ils vous regardent, ils vous voient. Et ils guettent le bon moment pour vous prendre la main dans le sac et montrer aux gens qui vous êtes. Celui qui a géré le ministère avant toi, il a fait plus de dégâts que toi. Mais le peu que tu es en train de piocher là, tu as vu comment ils sont en train de t'exposer. ARCOP par ici, inspection des finances par là, comment tu fais les falsifications de tout. Et il y a plein de sites touristiques qui sont là, qui ont besoin d'un peu d'argent pour être réaménagés. Maintenant, on va voir comment tu as fêté la fête de la musique dans ton ministère. Et toi-même, qui viens de la France là, où tu as vécu là, tu trouves que c'est normal d'organiser la fête de la musique dans cet espace-là? Vous êtes des rigolos. Il faut sortir encore pour insulter les gens. Voilà, là où ils ont organisé la fête de la musique au ministère. Pas même dans une salle de spectacle, parce que le Togo n'a même plus de salle de spectacle. Ministère avec pas mewa. Ministère du tourisme. Avec pas mewa. Regardez le sol. C'est au ministère du tourisme hein, où ils ont organisé la fête de la musique, 21 juin. Il pleuvait même à Lomé. Ils ont fait un bâche. Et peut-être même que le bâche, là, il va dire que c'est 2 millions, ils ont fait ça. Donc, ils ont dressé une bâche. Ils ont loué des chaises. Ils ont pris quelques instruments de musique. Il va facturer ça à l'État. Et c'est là-bas qu'ils faisaient la fête de la musique. Pas dans une salle de spectacle, hein, parce que le pays n'a même plus de salle de spectacle. Et ils sont pas... lui, il vient de la France. Il ne se bat pas pour qu'on crée un théâtre national. Il ne se bat pas pour qu'on crée des salles de spectacle. Un conservatoire, rien du tout. Aucune salle, gymnase, rien. C'est là qu'il fait la fête de la musique. S'il était même parti louer une salle de spectacle ou salle de... Regardez le sol. Ministère de la Culture. C'est au Togo ça. C'est là où il a organisé la fête de la musique, 21 juin. Et il y a plein d'artistes, les plasticiens qui sont là, qui ont besoin d'argent, les écrivains, tout ça là, ils ont besoin de financement. Les hôtels aujourd'hui du Togo, les hôtels du gouvernement sont des porcheries. Vous arrivez à l'intérieur des hôtels, vous ne pouvez même pas dormir. Et on était une fois à l'hôtel 38 à Palimé, là. Il y avait les souris dans les couloirs. Les toilettes étaient dégueulasses. Mais on prélève un peu d'argent, toi tu prends ça, tu mets dans ta poche. Hein? C'est la fête de la musique ou c'est des funérailles? C'est une veillée funèbre? Fête de la musique, on dirait veillée funèbre. C'est ça, non? Fête de la musique, on dirait veillée funèbre. C'est ça. Ça, c'est au ministère du tourisme. Il est quoi? Hein? C'est comme ça qu'ils sont en train de rôlir le pays. Il faut que tu sois sûr. Prochain remaniement dehors. Terminus pour toi. S'ils ont commencé par t'exposer eux-mêmes, c'est que ils t'ont pris la main dans le sac. Il y a d'autres personnes qui volent plus que toi. Pourquoi c'est toi qui s'expose? Prochain remaniement dehors. Tu vas revenir en France, terminer tes cours de philosophie. Parler de Kant, de Heidegger, je ne sais pas quoi. Tu vas venir faire l'épistémologie de la philosophie et tout ça là. Tu vas revenir ici. C'est ça. Et ce sont ces gens-là, hein, quand on faisait les réformes promotionnelles, qui insultaient les gens. Il faut sortir encore insulter les gens. Alors,
On va prendre une pause de 2 minutes avec une chanson et puis on va terminer avec la Cour de justice de la CEDEAO. Un important dossier et des choses que je dois expliquer. Oh là là. Ah ouais, il va venir faire les cours de philosophie ici. Socrate, Heidegger, et tout ça, et tout, épistémologie, tout ça. Les philosophes qui n'ont même pas d'éthique. Des gens qui sont des philosophes qui n'ont même pas d'éthique. La première chose qu'ils font, c'est de mettre la main dans les caisses de l'État. Vous imaginez? Ouais, Bachelard, Freud, c'est ça. Tout ça, c'est derrière nous. Emmanuel Kant. Technique. Un peu de musique. Il y a plein d'autres choses sur Isaac Tchakwe, là, j'ai pas besoin. Actuellement, la commission est en train de finaliser son rapport. La commission des auditeurs. Il y a des choses scandaleuses que vous ne pouvez pas imaginer dans ce ministère. Et ce ministère est devenu un ministère spécialisé. Tous ceux qui sont dans le ministère, la plupart, les cadres, eux tous, ils falsifient les documents officiels pour se faire de l'argent. Ils sont tous trempés dans le détournement. Ils sont tous trempés dans le détournement. Il y a l'autre chanson là que je t'ai envoyée en audio. Ils sont tous trempés dans les détournements. Il y a notre frère Sassou Koudou qui fait un événement dans le, si on peut voir l'affiche, un événement avec, il est l'invité dans l'événement de Yves Peto, voilà, je ne sais pas comment ils appellent ça, Pomehaya, voilà, de Yves Peto, qui se déroule le 18 juin 2026 à 11h, de 11h à 22h. Je pense, comment ça s'appelle, eux-mêmes ils connaissent l'endroit et ça, l'endroit m'échappe un peu. Je pense qu'il y a ça sur le truc là. Voilà, au parc de Bretigny, voilà, dans le 91. Oui, je pense le 91. Et donc, c'est un événement organisé régulièrement par notre confrère et frère Yves Peto. Donc, Sassou Koudou, que vous suivez ici, va prester là-bas. Ceux qui ont envie de le rencontrer, d'aller le voir, de danser un peu avec lui, de l'encourager, vous pouvez aller le rencontrer là-bas, au parc de Bretigny, ici en Île-de-France. Le 18 juillet de 11h à 22h, il y aura une pique-nique. Ceux qui sont habitués savent de quoi il s'agit. Ils viennent souvent là-bas pour se faire un peu plaisir. Et donc, voilà. Et voilà, voilà. Merci à la technique. Et bon courage à Yves Peto et plein succès à son événement. C'est un événement qui est déjà connu et qui est très connu par les Togolais. Voilà. Il y a une chanson de Kozu Djanka que j'avais envoyée à la technique. Je ne sais pas si elle est jouable, si elle n'est pas jouable. Avec la chanson. Oh, il a un souci avec la chanson. Écoutez, tous ces cris déchirants. Attention, Madame Nyakadé, d'abord, dont on n'a plus parlé il y a longtemps, elle est toujours en détention. Jean-Paul Omolou, les gars de Tigre Révolution, l'humoriste Tayo, Afesio, tous ces gens-là, il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut pas qu'on les oublie. Il faut qu'on continue de prier pour eux et de les assister, de penser à eux, d'évoquer régulièrement leur cas. Et voilà. Et donc, nous avons une pensée pour eux et on verra la suite. Voilà. Alors, on va parler de justice de la CEDEAO. Je pense que beaucoup de gens attendaient ça. Et ici, il faut prêter très très attention à ce que je vais dire et les mots que je vais employer. Il y a des choses, quelqu'un me dit qu'il y a beaucoup de séminaires fictifs, ateliers de renforcement des capacités au Togo, beaucoup, qu'il y a beaucoup qui se déroulent. Je me demande s'il y a des surveillances dans les ministères, que des ministères de la Santé qui sont champions, voilà. Si là-bas, il y a beaucoup de projets,
Voilà, comme ministère de tourisme, la personne me dit ministère de tourisme, c'est des bébés. Comme ministère de la santé, là, c'est les gens qui ont les dents longues. C'est là-bas même qu'il y a la fraude même aux ateliers, les faux ateliers, les ateliers fictifs. C'est eux qui font ça. Donc, on va tomber sur le dossier de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, puisque c'est elle qui fait l'actualité. Et c'est elle qui fait l'actualité. Et je n'étais pas vraiment disponible toute la semaine, mais après j'ai écouté beaucoup de choses. C'est allé aussi dans tous les sens. Le problème que nous avons au Togo, c'est qu'on n'a pas l'information. Et quand on n'a pas l'information, chacun invente ce qu'il pense être vrai. Et les gens racontent tout et n'importe quoi. Et les gens font des suppositions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et les gens disent tout et n'importe quoi. Alors, comme je le disais tantôt, chaque mot, chaque phrase que je vais placer ici a un sens. Et il faut réfléchir pour comprendre ce que je veux dire. Il y a des choses que je ne vais pas dire, il y a des choses que je vais dire de façon voilée, mais le plus important, ceux qui sont assez lucides et vigilants, ils vont comprendre. Lorsque Faure Gnassingbé et ses conseillers ont décidé de se débarrasser de la Constitution de 92 et de créer leur soi-disant nouvelle Constitution de la Ve République, il y avait pas mal d'actions. Il y avait ceux qui sont sur le territoire, qui essaient de se mobiliser, et ceux qui sont aussi à l'extérieur, qui ne sont pas restés les bras croisés. Ok, je vais t'envoyer le dossier des actes, t'inquiète. Et ceux qui sont restés, ne sont pas restés les bras croisés. Et donc, avant même que cette soi-disant révision ou changement de constitution ne rentre dans sa phase active, ici en France, certains parmi nous, on a pris certaines initiatives. On a pris 2 ou 3 initiatives. Et la première initiative qu'on a eu à prendre, après qu'on ait fait un brainstorming avec quelques amis, qu'est-ce qu'on doit faire en synchronisation avec ceux qui sont sur le terrain, en appui avec ceux qui étaient en train de se mobiliser déjà sur le terrain, parce qu'eux seuls ne peuvent pas tout faire, on a décidé de faire un certain nombre de choses. Et la première chose qu'on a eu à faire, avant même le début même de cette modification constitutionnelle, c'est d'écrire au nouveau président de la CEDEAO, Tinubu. Et donc, nous avons rédigé une lettre ouverte et qu'on a travaillé dans un groupe restreint. Et nous avons sollicité, puisque c'était une lettre ouverte, on a sollicité des compatriotes et d'autres amis pour signer ce courrier-là. Et on a attiré l'attention du président, le nouveau président de la CEDEAO, sur les modifications constitutionnelles et les impacts que ça peut avoir sur le Togo et les pays voisins. Et dans ce courrier-là, que je vais vous montrer ici tout à l'heure, nous l'avons écrit ici et nous l'avons transmis aux autorités du Nigeria par l'ambassade du Nigeria à Lomé, par Lucier, et ici en France, à l'ambassade du Nigeria à Paris. Et j'étais allé personnellement à l'ambassade avec notre compatriote Raphaël Adjarikpandé pour transmettre ce courrier, où on a été reçu par un conseiller de l'ambassade. La décharge est avec notre frère Adjarikpandé. Et donc, c'est la première action que nous, on a portée ici. Non, c'est pas ça, s'il te plaît, pas encore ça. Et je parle de la décharge de ce courrier. Et donc, quand on voit en bas de ce courrier envoyé à Tinubu, vous allez voir, on a sollicité les signatures des Togolais. Vous allez voir beaucoup de gens signés. Même certains ont oublié même qu'on a fait cette démarche-là. Vous allez zoomer un peu, vous allez voir. On a sollicité les signatures de plusieurs compatriotes. Puisque c'était une lettre ouverte, on avait même publié. Et donc, on a sollicité les signatures de plusieurs de nos compatriotes. Et beaucoup
ont eu l'amabilité de signer, de porter ce courrier-là. Si vous voyez, on peut zoomer les signataires, vous allez voir. C'est la première initiative que nous avons eu à prendre ici. Il y a même des avocats des pays comme le Bénin, tout ça, qui ont signé ça. Et il y a beaucoup de gens au Togo, par exemple, vous voyez Mohamed Madi Diabakate, peut-être, je ne sais pas si lui-même se souvient, il a signé ça, vous allez voir, beaucoup de gens ont signé, le Sénégal, tout ça. Donc, c'est le premier acte qu'on a eu à poser ici par rapport à cette histoire de changement de constitution. Quand on a fini de faire ça, et donc on a fini de déposer ce courrier, d'interpeller Tinubu, on a interpellé aussi, on a transmis, on a fait des copies à la commission de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO, dont le président est un Gambien. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un confrère qui est dans ce cabinet de ce président de la commission. Donc systématiquement, j'envoyais des documents pour les sensibiliser sur ce qui se passait au Togo. Et donc, on a fait ça. Et quand on a fini de faire ces premières étapes-là, le même groupe de réflexion, on a entamé une deuxième étape, saisir la Cour de justice de la CEDEAO à travers une requête. Et donc, je ne peux pas donner tous les détails. Et donc, on a réfléchi avec quelques amis sur le terrain et on a mis en place un dispositif et cette requête a été rédigée. Et la requête a été rédigée, comment on appelle ça? Le jour de la rédaction de la requête, le jour du début de la rédaction de la requête, c'était dans un hôpital, le 9 avril 2024. Je ne donnerai pas les détails. Donc, la requête, le début de la rédaction de la requête a commencé dans un hôpital ici en France. C'est passé par mon appartement et ça finit dans le cabinet de notre frère Adjari Pandé. Et donc, la requête a été rédigée et notre frère Adjari Pandé, après, a harmonisé la requête avec ses confrères avocats, que je salue au passage, et la requête a été portée vers les organisations politiques et sociétés civiles pour qu'ils puissent la signer et introduite à la Cour de justice de la CEDEAO. Voilà l'historique de la requête. Et ça a été une idée géniale d'ailleurs d'approcher les organisations et partis politiques individuellement. S'il avait été décidé de les voir en groupe, ils n'auraient jamais signé, ça va aller créer des problèmes de susceptibilité, vous savez comment ils fonctionnent. Donc, on s'est dit, il faut les approcher individuellement et les gens donnent leur accord individuellement et la requête a été signée. Et voici, et la requête a été déposée après la Cour de justice de la CEDEAO, voici le récépissé de dépôt et vous verrez bien que sur cette requête-là, on voit bien là-bas Maître Adjari Pandé, cabinet à Paris et puis le tampon de la CEDEAO. Donc, il faut, dans un premier temps, remercier ceux qui ont fait fondamentalement le travail. Les avocats, mais particulièrement notre compatriote Raphaël Adjari Pandé. Et c'est lui qui a fait le grand boulot de bout en bout. Je pèse bien mes mots, de bout en bout. Après, il a associé ses confrères, ils ont harmonisé, ils ont tout fait. De bout en bout. De bout en bout. Et après, les partis, les organisations ont été sollicités pour accompagner la requête et la LTDH l'a portée. Voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, le fruit de cette démarche-là, de ce travail-là qui a été fait discrètement, est sur la place publique et tout le monde est content. C'est une requête portée par les gens d'ici, de la diaspora, en appui à ceux qui étaient sur le terrain. C'est pour venir en appui à ceux qui étaient sur le terrain, sans bruit. Et ce travail a été majestueusement fait. Et aujourd'hui, il y a les résultats. Les résultats sont là. Et donc, les premières personnes qu'il faut féliciter,
c'est ceux qui ont fait le travail, ceux qui ont fait la rédaction, ceux qui ont passé des nuits et qui sont allés plaider bénévolement. Je répète, bénévolement, le dossier. Bénévolement, le dossier. L'État togolais n'est pas allé se défendre parce que l'État togolais savait qu'il n'avait aucun argument pour parer aux arguments des avocats parce que les textes qui ont été soulignés, les choses qui ont été visées étaient imparables. Donc, ils ont décidé de ne pas aller se défendre. Généralement, quand il s'agit des questions de torture, tout ça, l'État togolais envoie les cabinets à Kerbourou, le cabinet Tchalim, le cabinet Ohini, tout ça. Mais cette fois-ci, ils ont dit, ils vont parler. Mais ils ont utilisé d'autres méthodes. Ils ont utilisé d'autres méthodes, vous comprenez ce que je veux dire, pour que la décision soit ne soit pas prise ou soit retardée au maximum. Ici, on n'est pas resté non plus les bras croisés. On a fait des démarches parallèles que je ne vais pas évoquer ici. N'oubliez pas que Faure Gnassingbé a 2 bras à la CEDEAO. Il a une de ses proches à la commission, à la CEDEAO, vice-présidente, qui est son noyé là-bas, donc Madame Damtier Tchitibinda, et il a mené tout au Parlement. Je vais vous montrer la photo de Madame Damtier Tchitibinda. On avait déjà parlé de cette dame. Elle est vice-présidente de la commission de la CEDEAO. C'est une proche de Faure. Elle était à la présidence quand Faure l'a envoyé là-bas. Et donc, elle est l'œil de Faure qui rapporte les faits, qui rapporte les choses, pour voir tout ça là, et tout, et tout, et tout. Je vais vous montrer sa photo. Vous connaissez Memenetou, mais vous la connaissez, elle autre moins que ça. La technique va montrer sa photo. La voici. Donc, Madame Damtier Tchitibinda, elle est la vice-présidente de la commission de la CEDEAO. Et elle aussi, elle participe là-bas à torpiller les initiatives, des choses comme ça et tout ça. Donc, il n'y a pas que Memenetou. Memenetou est plus visible, mais celle-ci n'est pas visible, mais elle est la vice-présidence de la commission de la CEDEAO. Et ces choses-là, il faut les savoir. Oui, ces choses-là, il faut les savoir. Et donc, ce travail-là a été fait collégialement, mais avec une intelligence et une certaine une subtilité pour que les choses aillent très bien. Je ne veux pas trop insister parce que il ne faut pas que je donne certains détails ici. Maître Adjari Pandé ne voulait pas que j'en parle beaucoup et tout ça, mais à un moment donné, il faut mettre l'église au centre du village. Parce que quand moi je suis venu, j'ai écouté des coupures, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu énormément de choses, il faut rétablir les faits. Voilà comment ça s'est passé. La rédaction de la requête a commencé dans un hôpital. Je ne veux pas dire pourquoi c'est dans un hôpital. Ça a continué dans mon appartement et c'est fini dans un cabinet d'avocats. Et c'est comme ça que le travail a été fait. Maintenant, par rapport aux incidences de cette décision, qu'est-ce qu'on fait? Puisque le Togo a tout fait pour que la décision ne soit pas prise, puisque la requête a été envoyée pour une session d'urgence, je ne sais pas comment on appelle ça chez les juristes, référés, puisqu'il fallait juger ça rapidement pour que, les requérants puissent avoir un élément pour contester ce qui était fait au Togo. Mais la Cour s'est comportée de façon bizarre. Je comprends, peut-être qu'ils ont été, il y a eu des démarches parallèles, il y a des choses que le gouvernement, le régime togolais a fait, pour que les décisions-là ne soient pas prises, ou si elles sont prises, qu'elles ne soient pas rendues publiques, pendant longtemps. Et donc, ils ont fait des démarches parallèles. Ils n'ont pas envoyé d'avocat, mais ils ont fait autre chose pour que ces choses-là, la décision ne sorte pas. Maintenant que la décision est sortie, ils sont paniqués. Et ça, vous ne le savez pas. Et ils ont multiplié les réunions au sein du régime, puisque Faure n'était pas déjà suffisamment légitime. Il n'avait aucune légitimité. On contestait sa 5e République. Même les pays voisins, les autres regardaient avec un coin de l'œil. Et il avait cousu un habit qu'il avait des difficultés à porter. L'habit était plus ample que lui. Il avait des difficultés à être tranquille dans cet habit de nouvelle construction qu'on lui a taillé. Et la CEDEAO est venue mettre un ciseau dans l'habit et il est nu. Et ils sont en train de multiplier les réunions. Ils ont fait une réunion jeudi au siège du RPT. Ils ont ils ont fait une réunion vendredi. Ils ont donné des éléments de langage à leurs communicants, d'aller dire sur les réseaux sociaux que oui, le Togo ne dépend pas de la CEDEAO, quoi. Et pourtant, c'est la même CEDEAO qui a imposé Faure Gnassingbé au Togo. C'est la même CEDEAO qui a fait des faux trucs au Togo et tout le monde a dit oui, ils nous ont dit la CEDEAO a tranché. Aujourd'hui, ils sont dans l'embarras, ils sont paniqués et ils ne savent pas la suite que cela va donner.
Et donc, ce n'est pas le moment des débats inutiles. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? J'ai entendu les gens dire, oui, la CEDEAO. Hier, j'ai discuté avec un ami. Je dis, mais je ne sais pas comment les Togolais font la politique. C'est vrai que ce qu'on attendait de la CEDEAO, on ne l'a pas eu totalement. Mais on a eu en partie. Si vous êtes, je fais un peu de l'allégorie. Si vous êtes dans un match, vous êtes en train de jouer un match, et vous avez un arbitre qui siffle d'habitude contre vous, qui siffle toujours contre vous, que vous soupçonnez d'être corrompu. Et un jour, dans un autre match, avec la même équipe, l'arbitre vous donne un avantage. Vous saisissez l'avantage ou bien vous insultez l'arbitre. Je raisonne bêtement comme ça. Bêtement comme ça. Vous êtes dans un match. Il y a un arbitre que vous connaissez, qu'il siffle toujours du faux. Il soutient toujours l'adversaire. Mais un jour, il a eu la lucidité de vous donner un penalty. Vous jouez le penalty ou bien vous insultez l'arbitre. On s'en fout de la CEDEAO à ce stade. On n'a rien à foutre de la CEDEAO à ce stade. Ce que la CEDEAO nous donne comme avantage, c'est ce qu'il faut saisir et maximiser contre le régime. Mais vous voyez que le régime lui panique. Vous avez vu le relais de tous les médias. Tous les médias ont dit anticonstitutionnalité, irrégularité. Vous pensez que ça fait plaire à fond? J'ai appris qu'il est dans tous ces états. J'ai appris qu'il est dans tous ces états. Qu'il est dans tous ces états. Et qu'il dit même qu'on l'a rassuré que cette décision n'allait pas sortir. Maintenant, la décision est sortie. Ils font quoi? Donc, comment est-ce que vous devez utiliser cette décision? Ou bien, comment est-ce que vous devez anticiper pour que le régime n'utilise pas cette décision pour piéger encore la classe politique et la mener vers une fausse piste? C'est des cas comme ça qu'il faut réfléchir. Pendant que les juristes continuent pas à faire leur travail, puisque les juristes vont continuer pas à faire leur travail, puisque la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas tiré toutes les conséquences de son arrêt, il faut continuer par poser d'autres actes. Les politiques doivent s'organiser pour mettre la pression sur le régime. Puisqu'aujourd'hui, l'illégitimité de Fonds d'Assimblée est juridique, c'est un instrument juridique que vous pouvez présenter partout, que vous pouvez présenter à l'ONU, à l'Union européenne et à l'Union africaine. Et continuez pas à faire le plaidoyer contre son régime. Donc, ce n'est pas le moment des querelles, les moments des personnes, les moments de ci, les moments de ça. Je reviens à la question. Si vous êtes dans un match et que vous avez un arbitre qui a l'habitude de siffler contre vous, et un jour, cet arbitre a eu une petite lucidité et vous donne un avantage dans le match, vous insultez l'arbitre ou bien vous saisissez l'avantage pour avancer. On s'en fout de la CEDEAO. Moi-même là, j'ai fait plein d'articles contre la CEDEAO. Mais la CEDEAO, ce n'est pas tout qui est mauvais en réalité. C'est la commission de la CEDEAO et la conférence des chefs d'État qui sèment le bordel dans la CEDEAO. C'est la commission et la conférence des chefs d'État qui sèment le bordel dans la CEDEAO. Sinon, il y a des institutions de la CEDEAO qui travaillent. Moi-même, je suis plaignant dans un autre dossier contre Bolloré à la CEDEAO. Il y a eu plusieurs Togolais qui sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO qui ont eu raison. Au Sénégal, quand les Sonko avaient des problèmes avec Macky Sall, ils sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO, ils ont eu raison. Et il y a plein de Togolais qui ont des procès à la CEDEAO qui ont eu raison. Au moins, on reconnaît ça. La CEDEAO, c'est aussi ça. Les institutions ne sont jamais parfaites. La conférence des chefs d'État et la commission sont beaucoup plus sous influence extérieure, des puissances étrangères et tout ça. Ça, c'est une réalité. Mais ce que vous pouvez saisir pour avancer, il faut saisir et avancer. Le reste, on s'en fout. Donc, on dit tellement des choses et tout. Oui, les gens sont dans des analyses totalement à l'ouest. Le temps où on est là, ce n'est même plus le temps de la discussion. C'est comment il faut mobiliser l'opinion intérieure et extérieure contre le régime qui est mis à nu. C'est le travail qu'il faut faire. Et il faut peut-être le faire en groupe. Il faut essayer d'harmoniser les points de vue pour avancer. C'est ce qu'il faut faire. Vous pensez que Faure, il est à l'aise? Il n'est pas à l'aise. Il est dans tous ses états. C'est moi qui vous dis. Il y a eu des réunions qui ont été multipliées au siège de UNIL. On a donné des éléments de langage aux communicants. Vous les suivez sur les réseaux sociaux qui racontent des histoires. Mais leur patron est chaud. Donc, il faut capitaliser tout ça et avancer. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que nous ne savons pas, il faut anticiper la prochaine crise politique qu'il y aura au Togo. Il y aura une crise politique au Togo prochainement. Puis c'est un pouvoir sans issue. Ça va déclencher une crise.
Il y a 2 pays aujourd'hui, en Afrique, qui vont connaître des moments très chauds dans les jours à venir. Il y a un homme politique togolais qui n'est plus de ce monde, qui a l'habitude de me dire, Ferdinand, quand les Togolais sont... Il faut toujours être inquiet quand les Togolais ne font rien contre toi. Quand les Togolais sont tranquilles, ils ne mènent aucune action, il faut toujours être inquiet parce que ce qu'ils préparent, ça va te surprendre. Et les Togolais sont toujours comme ça. Donc, il y a le Togo, il y a le Cameroun. Le destin a fait que ce sont les 2 pays qui ont une trajectoire commune. Et colonisation allemande, condominium franco-britannique, des chefs d'État qui sont enterrés en dehors de leur pays. Au Cameroun, ils sont déjà en fin de règne. C'est une guerre de succession terrible là-bas. Au Togo, ça va arriver. Il faut anticiper la prochaine crise. Anticiper la prochaine crise, c'est quoi? C'est de faire un travail d'abord avec les pays voisins. Puisque si demain le Togo tombe dans une crise, les premières institutions, les premiers qu'on va appeler, c'est les pays voisins, on va demander leur avis. Et donc, il y a des chefs d'État dans les pays voisins, il faut les approcher, il faut leur expliquer. Parce que les chefs d'État qui étaient là il y a 5 ans, 6 ans, ils ne sont plus là. Il faut faire toujours une mise à jour de cette diplomatie discrète dans les pays voisins. Il faut aller un peu plus loin dans l'Union européenne, à l'ONU, transmettre cet acte juridique de la CEDEAO et insister sur le fait que c'est un régime illégitime. Vous préparez les gens de telle sorte que demain, s'il y a une crise ouverte qui arrive au Togo, vous avez déjà préparé les gens à réagir dans le bon sens. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Maintenant, parce que là, maintenant, vous avez un élément d'une cour communautaire qui désavoue le régime. C'est un désaveu terrible pour le régime. Vous n'allez pas demander à la CEDEAO de vous faire tout. La CEDEAO ne peut pas vous mettre une femme dans la chambre et va vous montrer comment il faut la découcher, il faut la coucher, tout ça, lui enlever les habits. Même s'ils ont donné une décision partielle, c'est un avantage pour la classe politique. Et il faut capitaliser cet avantage-là. Il faut capitaliser cet avantage-là. Demain, si la CEDEAO fait une autre bêtise, on va les framponner. Parce que comme je le disais tantôt, la CEDEAO, ce n'est pas tout qui est mauvais. Vous avez cette cour-là qui n'est pas parfaite, mais qui fait un travail. Vous avez la CEDEAO, c'est une banque régionale qui donne beaucoup de milliards à des États. Vous avez la CEDEAO avec la carte d'identité que vous pouvez prendre l'avion avec des espèces. Vous avez la CEDEAO qui est stock alimentaire de sécurité pour la région. La CEDEAO, c'est l'interconnectivité de l'électricité. La CEDEAO, c'est les routes interpays. C'est aussi ça la CEDEAO, malheureusement. Mais c'est les chefs d'État qui font des bêtises et qui terrorisent l'institution. Donc, moi, je pense que après que ce travail a été fait en toute discrétion par les gens qui ont fait le travail que je viens de vous dire tout à l'heure, la suite, c'est les politiques, les acteurs politiques qui doivent travailler sérieusement. Et ce n'est plus le moment sur les plateformes de dire oui, c'est une distraction, c'est un piège. Qu'est-ce que vous en savez? C'est un travail qui a été fait de haute lutte discrètement. Même pour aboutir à ça, les gens ont fait des démarches parallèles. Vous ne vous posez pas la question pourquoi l'État togolais n'a pas plaidé, pourquoi la décision est sortie tardivement, pourquoi la décision n'a pas été notifiée aux avocats. Normalement, dans la procédure, la CEDEAO devait notifier la décision aux avocats et à l'État togolais, elle n'a pas été faite. Pourquoi ils ont mis la décision sur leur site seulement en version anglaise et portugaise et non française? C'est quand l'information est sortie qu'ils ont mis la version française. Ils ont commencé par dire que celui qui devait traduire en français n'était pas là. Tout ça, c'était les manœuvres pour que l'information ne sorte pas. Maintenant que l'information est sortie, il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens travaillent. Ce n'est plus le moment des polémiques, de ça. L'arbitre, on s'en fout. Il nous a donné l'avantage, quel que soit ce qu'il a fait par le passé contre nous, on le laisse là-bas pour le moment. Quel que soit ce qu'il a fait par le passé, l'arbitre a fait par le passé contre nous, on l'oublie pour le moment. C'est l'avantage qu'il vient de donner là qu'il faut saisir et avancer. Si demain l'arbitre fait encore une bêtise, on va l'exposer. C'est ça la lucidité, l'intelligence dans un combat politique pour avancer. Sinon, le pouvoir va reprendre de la bête, il va manipuler les gens, il va essayer de balancer certains avec des propos, ils vont dire des choses et les gens vont tomber dans ce piège. Ou bien le pouvoir même demain peut utiliser cette décision pour soi-disant organiser, je ne sais pas quoi, quelque chose. Si la classe politique n'est pas vigilante pour être catégorique sur certaines choses, elle va tomber dans le piège du pouvoir.
Donc, c'est tous ces aspects-là stratégiques qu'il faut discuter dans les cercles des acteurs politiques et savoir comment déjouer les prochaines pièges du pouvoir après cette décision. C'est tout. Donc, voilà ce que moi je voulais partager avec vous par rapport à cette histoire de la Cour de justice de la CEDEAO. Maître Raphaël, je m'excuse d'avoir mis le doigt dans la plaie. Pas le doigt dans la plaie, mais les points sur les i, comment le travail a été conçu, ça a été fait et tout, et tout, et tout. Et tout ça, c'était pour clarifier le débat, pour situer les gens, parce qu'il y avait des gens qui étaient perdus. Les gens ne savaient même pas comment ça a été fait et tout ça. Les gens pensaient que, bon, voilà, c'est des... Non, c'est une réflexion qui a été menée, un brainstorming, et des gens depuis ici qui ont dit, on doit faire ça, on doit faire ça, en appui à ceux qui sont sur le terrain. J'insiste là-dessus. En appui avec ceux qui sont sur le terrain. Et donc, tout a été fait ici et les gens qui sont sur le terrain ont été informés, ont été associés et tout ça, ils ont donné leur tout ça là et la démarche a suivi. Donc, voilà ce qui a été fait. Et donc, il faut remercier ces avocats-là, Maître Adjarik Mandé en premier, Maître Darius Achou, Maître Iou, qui sont les trois qui ont vraiment plaidé, qui ont eu le temps de plaider, les autres étaient un peu en voyage, Maître Alognon, Maître Boris Toblé. Voilà nos compatriotes qui ont fait ce travail-là. Et j'estime que pour le peu qu'on peut se comprendre, il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre au minimum, même si on ne s'aime pas. Comme on a fait ce travail-là et qu'on a renvoyé sur le terrain, et aujourd'hui ça a porté. Et c'est un travail collectif. Les résultats aussi sont collectifs. Et donc, il revient à la classe politique, aux acteurs politiques, de nous démontrer qu'ils comprennent la hauteur de cette décision-là et qu'ils vont essayer d'arrondir les angles entre eux et de laisser de côté leurs petits problèmes de personnes et avancer. Même si l'approche a été individuelle, ils ont accepté individuellement, aujourd'hui que leur nom se retrouve sur un seul document, il faut qu'ils arrivent à laisser tomber les problèmes et s'entendre pour dérouler un rouleau compresseur contre le régime. Et c'est que par là qu'ils seront crédibles. Il faut qu'ils s'entendent pour agir ensemble avec cette décision. Il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. Même s'ils ont des petits problèmes de personnes, il faut les évacuer. Qu'ils s'entendent avec ce document qu'ils ont comme une force et avancer autant dans la diplomatie régionale, dans la diplomatie internationale et rentrer avec ce document un peu partout. Et convaincre les gens que aujourd'hui, l'illégitimité de fonds d'assimilés que nous clamons de partout, la Cour de la CEDEAO même le dit. Ce n'est pas la CEDEAO qui va venir chasser fort pour nous. Ça, il faut qu'on se le dise. La CEDEAO ne va pas chasser fort pour nous. Mais le monde, il est fait comme ça. Il y a des problèmes. Vous ne pouvez les déférer qu'à l'ONU. Vous les déférez à la CEDEAO. Vous allez les déférer à l'Union africaine. C'est la marche des peuples. Vous ne pouvez pas changer ça. Il y a des problèmes des nations. On ne peut les connaître que dans l'Union européenne, à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'OES, à l'ONU. Vous ne pouvez pas changer le monde. Et ces institutions peuvent être sous influence. L'ONU est sous influence, soit des Américains beaucoup plus, des Chinois, des Russes et tout ça. L'Union européenne est sous influence. L'Union africaine aussi est sous influence. Ça, c'est les relations internationales. Maintenant, de tout ça là, quelle est la quintessence que vous tirez pour avancer contre votre adversaire? C'est ce qu'il faut choisir. Les faux débats, vous n'en avez pas besoin. Qui est plus intelligent que qui? Vous n'avez pas besoin. Qui a fait quoi? Qui réclame quoi? On n'a pas besoin. Maintenant, il y a une décision qui est tombée. Le pouvoir est dans la difficulté. Et moi, je vous le dis, que le pouvoir est en difficulté. Ford était en colère toute la semaine. Donc, s'ils font semblant de faire croire aux gens que non, mais je vous dis, ils sont en difficulté. Pas plus que ce matin, j'ai reçu encore des retours. Donc, il faut s'organiser pour avancer. Et ça nécessite une réflexion d'ensemble. Il y a plus de savoir dans plusieurs têtes que dans une seule tête. Maintenant, nous qui sommes là, ici, ce que nous pouvons faire, dans la suite de ce qui a été déjà fait, on va le faire. Moi, je parle avec les gens au niveau de la commission de la CEDEAO. Il y a des gens qui ont des amis dans le Parlement de la CEDEAO. Tous ces instruments-là, on va les mettre de côté. On va les mettre ensemble. La Cour de justice de la CEDEAO aurait pu tirer
aurait pu tirer les conséquences de ce qu'il a décidé. Si la technique peut me montrer la charte africaine de la démocratie, des élections, tout ça de la CEDEAO, je vais vous montrer 2 articles que normalement la Cour de justice de la CEDEAO devait viser contre Faure Gnassingbé. Ils ne l'ont pas fait. On comprend que peut-être que Tchéndjivir et Tofounou, ils ne sont pas allés au bout. Mais nous devons compléter le travail. Article 24 et 25. Après avoir visé l'article 23, et normalement, la Cour de justice de la CEDEAO devrait tirer les conséquences en visant l'article 24 et l'article 25. Parce que ce sont ces articles-là qui permettent de suspendre les pays qui font des modifications et des constitutions illégalement ou de leur donner des injonctions. Article 24 et 25 de la charte, de cette charte-là, de la CADEC que je vais vous lire. Normalement, c'est ce que les juges devaient faire. Ils n'ont pas fait. Bon, on ne va pas leur faire le procès pour ça. Le peu qu'ils nous ont donné, on saisit, on avance. Article 23, voilà, c'est l'article 23 que les avocats ont. Maintenant, voilà, article 24. Donc, c'est la conséquence de la constatation de l'irrégularité de la réforme constitutionnelle. C'est ce que les juges devaient faire, mais ils n'ont pas fait. Je vais vous montrer l'article. L'exercice légitime de pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ci-après dénommé le protocole. C'est la conséquence que les juges de la Cour de justice de la CEDEAO devaient tirer. Mais ils ne sont pas allés jusque-là. Mais maintenant, cette conséquence-là, c'est la classe politique qui doit la tirer. Et peut-être même les juristes qui accompagnent la classe politique. C'est ça la réalité. Et l'article 25 dit ceci. Si le Conseil de paix et de sécurité constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un État parti et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l'État parti concerné aux activités de l'Union en vertu des dispositions de l'article 30 de l'acte consultatif et 7 du protocole de la suspension et la suspension prend immédiatement effet. Donc c'est ça. Donc c'est les articles 24 et 25 qu'il faut aujourd'hui utiliser pendant qu'on chauffe le terrain, pendant que les hommes politiques travaillent le terrain, essayent de dire aux Togolais, voilà ce qu'on disait depuis, on disait que cette réforme était illégale, mais il a continué par le faire. Aujourd'hui, on vient de les déshabiller. Vous faites un peu la diplomatie, vous continuez aussi par mobiliser sur le terrain. Et vous préparez les esprits à la prochaine crise politique. Il y en aura forcément. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Et je vais clore donc ce chapitre-là. Je n'en dirai pas plus. Et chapeau à tous ceux qui ont fait ce travail-là discrètement et de main de maître pour aboutir à ce résultat qui aujourd'hui fait la fierté de nous tous. Au moins sur ça, il n'y a personne qui insulte l'autre. Au moins sur ça, on est d'accord. Personne ne vient insulter l'autre. Voilà. Et tout le monde est content et c'est une bonne chose. Et c'est avec cette intelligence-là qu'il faut travailler et aboutir à des résultats. Donc, Raphaël, je m'excuse d'avoir mis l'église au centre du village. Il fallait quand même mettre les points sur les i pour que chacun comprenne comment les choses ont évolué jusqu'à la Cour de justice de la CEDEAO. Et chapeau à tous les avocats qui ont fait ce travail-là méticuleux et les acteurs politiques et sociétés civiles aussi qui ont accepté porter cette requête-là à la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Et... on regarde ces articles-là, on peut faire une requête pour demander la suspension du Togo, même si cette requête n'aboutit pas ou ça traîne, au moins il faut faire ce travail-là de telle sorte que demain, s'il y a une crise qui intervient au Togo, il y a eu suffisamment de diplomatie auprès de l'Union africaine et d'autres pays pour savoir que le Togo est un pays à part. Si vous ne portez pas l'information vers les gens, le jour où il y a une crise chez vous, les gens vont donner l'information que le pouvoir leur donne. Puisque le pouvoir lui fait la diplomatie et vous restez là-bas, vous ne faites rien. Il faut au moins faire ce travail-là.
Il y a des choses que moi je partage régulièrement avec le département d'État, avec même ici en France, avec certains acteurs. Je partage les informations sur le Togo. Ils ne sont pas là justement pour ça, mais une fois que tu leur donnes ces informations, ils lisent les archives. Ils savent que le Togo traverse ces mois. Demain, s'il y a une crise, ils savent comment se comporter. Donc, c'est un travail qu'il faut faire tous les jours. Partager des documents et tout ça. Donc, voilà. Donc, merci à vous tous. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce live-là. Et comme je vous l'avais dit, nous allons prendre quelques jours de congé, peut-être 2 semaines au moins. Quand je dis au moins, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire au moins 2 semaines, au moins 2 dimanches. Mais on ne va pas vous laisser, on ne va pas vous sevrer d'informations. On fera des podcasts que nous allons diffuser les dimanches aux mêmes heures. Donc, on va enregistrer des lives qu'on va vous passer en podcast les dimanches sur des sujets qu'on aura collectés. Peut-être que ça ne sera pas aussi vivace qu'on est là comme ça, mais on a besoin un peu de repos pour gérer d'autres activités que nous menons. On a plein de choses, des échéances, il y a du temps qui nous sommes acculés par certaines choses. On a des projets qui sont en suspens, on doit faire des démarches pour des trucs et tout ça. Et nous-mêmes, personnellement, on a des choses à faire sur le plan, je ne vais pas en dire plus. Et donc, on va mettre un peu un break sur les lives. Et au plus tôt, c'est le week-end du 16 ou du 15 juillet, au plus tôt, ça fera 2 dimanches. Au plus tard, ça va être le troisième dimanche de juillet. Au plus tard, si on arrive à évacuer ce pourquoi on prend ce repos-là. C'est pas seulement pour nous reposer, on a beaucoup de choses à évacuer. Et donc, on veut prendre du temps vraiment pour faire ce travail-là. Mais on fera des podcasts qu'on va diffuser les dimanches pour que vous ne soyez pas sevrés d'informations et tout. Donc, bon courage à nous tous et bon courage à tous les acteurs politiques, société civile, tous ceux qui prennent de leur temps loin des petits problèmes de personnes et qui travaillent. J'ai toujours dit, le problème, c'est la réflexion. On ne prend pas vraiment le temps de travailler, de mettre des idées sur les papiers. On prend beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux pour démontrer je suis le plus grand connaisseur. Mais quand il faut rédiger, il faut écrire des documents, vous ne trouverez personne. Ou soit les gens vont aller vous chercher des trucs sur ChatGPT. Voilà. Donc, il faut travailler, il faut faire du brainstorming, il faut mettre les documents sur papier et après les transmettre. C'est le plus important. Et c'est cette paresse intellectuelle-là que j'ai toujours dénoncée. Ça froisse les gens, mais c'est la réalité. Si ce petit cercle-là n'avait pas anticipé, réagi, fait ce travail-là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, bon courage à nous tous. Et on espère que les lignes vont bouger. Mais moi, je suis convaincu d'une chose et je l'ai partagé avec vous selon mes informations fortes. Cette décision, il est en colère. Et il sait que ça le fragilise davantage. Il avait déjà beaucoup de difficultés à s'imposer avec sa 5e République, mais là, il est totalement nu. Lisez un peu les grands médias qui ont relayé l'information. Aucun média n'a dit que la CEDEAO... non, ils ont dit que irrégularité, anticonstitutionnalité, ceci. Et c'est ça qui fait très mal. Donc, l'arbitre ne doit pas être notre problème. L'avantage que l'arbitre nous donne, c'est ça qu'il faut saisir et avancer. Et c'est ça qu'il faut capitaliser. C'est ça qu'il faut capitaliser. Oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui voulait que je partage. Je sais pas trop, mais là, je suis à la fin du live. Je sais plus trop si j'avais copié ça ou pas, mais je suis un peu fatigué. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ah, voilà. Bonjour, grand frère. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je me permets de vous écrire afin de vous faire part d'une situation extrêmement douloureuse qui bouleverse notre famille depuis plusieurs mois. En effet, dans la matinée du 12 mars 2026, mon oncle, le jeune frère de mon père, a été assassiné dans les parages de l'entrée d'Adétikopé, la préfecture de Zio. Les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux. Toutefois, le corps est resté exposé pendant plusieurs heures, le temps selon leur déclaration de recueillir les informations. Elles ont également emporté son téléphone portable dans le cadre de l'enquête. Malheureusement, après 3 mois plus tard, aucune avancée significative ne nous a été communiquée. Après de nombreuses démarches de notre part, les autorités ont simplement restitué le téléphone à son fils en affirmant qu'elles n'avaient rien trouvé. Elles nous ont ensuite indiqué que si nous le souhaitons, nous pouvons saisir la justice. Nous sommes aujourd'hui totalement désemparés. Comment une famille peut-elle engager
une procédure judiciaire sans l'appui des résultats de l'enquête des autorités compétentes. À titre de comparaison, dans un pays voisin comme le Ghana, les forces de l'ordre interviennent généralement pour identifier ou interpeller le premier suspect dans les premières 48 heures suivant un homicide avant de poursuivre leurs investigations. Chers grands frères, nous sollicitons humblement votre aide afin que cette affaire soit portée à la connaissance du public. Nous demandons simplement que justice soit rendue à notre oncle. Ce qui lui est arrivé peut malheureusement arriver à tout le monde. Donc c'est la famille Gbama, je pense que c'est les gens de Gbama Kopé qui ont envoyé ce message-là. Il y a aussi le fait que les premiers secours manquent dans notre pays. Il y a un jeune homme qui a perdu la vie cette semaine, qui a été renversé par une moto autour de 9h à Lomé. Les secours ne sont arrivés qu'à 11h et il était blessé de tout part. Ils l'ont amené à l'hôpital. Il est resté sur le brancard jusqu'à 15h et c'est après 15h qu'on est intervenu et il est décédé. Un jeune, je pense, de moins de la quarantaine. Et c'est comme ça qu'on perd les vies au Togo. On ne peut même pas faire des premiers soins pour nos propres frères. Quand ils tombent malades ou bien ils sont renversés par des motos, tout ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire pour clôturer ce live. Merci à vous tous. Hein. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup parce que si la technique peut montrer les statistiques sur YouTube là, que j'ai eu aujourd'hui, nous sommes relativement l'un des médias qui fait, en Afrique francophone de l'Ouest, qui fait le plus d'audience en direct sur YouTube. Et c'est beaucoup pour la sensibilisation. Quand nous faisons nos lives comme ça, on finit le live tout à l'heure. Demain, vous allez voir que ce live va avoir 100 000 vues, 50 000 vues. Et ça, c'est les statistiques qu'on nous sort. Oui, Ferdinand était l'un des journalistes et commentateurs politiques le plus suivis en Afrique francophone sur YouTube. C'est important de le préciser. En Afrique francophone sur YouTube. Et ces émissions directes sur les chaînes alternatives et la voix de live rassemblent plus des dizaines de milliers de spectateurs en direct et peuvent dépasser 50 000. 90 000 après quelques heures ou quelques jours, et c'est vrai en plus. Cependant, en Afrique de l'Ouest, c'est aussi anglophone, on n'est pas les seuls, mais en revanche, en Afrique francophone, là, de l'Ouest, nous faisons aujourd'hui énormément. Et donc, tout ça, c'est grâce à vous. Merci infiniment pour vos soutiens. La question des ordinateurs, on va les acheter. Il y en a déjà qui sont au pays, d'autres vont s'ajouter petit à petit. Et puis c'est en septembre que nous allons les 150 000 vues. Ouais, on fait 150 000 vues le lendemain. Merci la technique. Et c'est en septembre que nous allons procéder au don des ordinateurs selon ce qu'on aura récolté. Les élèves et les étudiants seront prioritaires et puis on verra s'il y en a pour d'autres personnes. Chaque année, on fera un effort pour aider les gens et merci infiniment à vous. Et bonne suite de vos émissions, ceux qui ont des lives et tout ça, bon courage à vous et voilà, et bon courage à nous tous et on espère que on va capitaliser quelques avantages que nous avons et continuer par faire le travail. Oui, celui qui demande le document de la CADEC, je vais vous envoyer ça, la charte africaine, tout ça, je vais vous envoyer ça et pour que vous lisiez l'article 24 et 25 de la CADEC. Merci et bonne suite à vous tous. Bon week-end, bon dimanche et joyeux, comment on appelle ça? Bon début du mois de juillet parce qu'on est à la fin du mois. Bon début du mois de juillet et que la providence veille sur nous, que le Seigneur nous accompagne et que nous revenons beaucoup plus fort. Donc dimanche prochain, il n'y aura pas de live, mais il y aura un podcast. Le dimanche suivant, il n'y aura pas de live, il y aura un podcast. Et le troisième dimanche, peut-être qu'il y aura un live, je n'en sais rien, mais on verra bien si on évacue rapidement nos trucs. Merci et à plus tard.